Précédemment, dans Cartel Nord. Le fait de sociétés contestataires se transforme alors en opportunité de marché, le cannabis devient un produit à la mode et les prémices d'un trafic apparaissent. C'est comme une entreprise classique, légale, sauf qu'elle ne l'est pas. Ils sont très très bien organisés. Une drogue en passe de devenir le produit phare dans le commerce de l'illégal, et ce produit, c'est la cocaïne. C'est une véritable bascule, une évolution majeure dans le marché illicite de la drogue à Marseille. Depuis quelques années, en plus du cannabis, tous les points de deal proposent de la cocaïne. Nouveaux produits, nouveaux trafics, les routes de la drogue s'internationalisent et de nouvelles menaces alertent les autorités. Corruption, chantage, intimidation. Dans ce 4e épisode, décryptage du business de la cocaïne jusqu'à Marseille. Bienvenue dans la 2e saison de Cartel Nord, une plongée inédite au cœur d'un réseau de trafic de drogue. Un podcast original, La Provence. Épisode 4, Cocaine Connection. Sur les points de deal de Marseille, 2 produits dominent le marché de la drogue. Le cannabis, l'historique, domine toujours ce business. Mais depuis peu, une nouvelle drogue gagne des parts de marché. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la cocaïne devient une drogue très démocratisée. Olivia Glaser est la chef de l'antenne OFAST de Marseille, l'Office anti-stupéfiants. Si la résine de cannabis dans les chiffres supplante un petit peu la cocaïne, on est quand même pas loin d'être à une égalité de consommation quand même. Ce qui est inquiétant parce que pour le coup, c'est une drogue dure aussi. Voilà. Les saisies sur les points de deal le prouvent, la cocaïne est de plus en plus présente à Marseille. La cocaïne, j'ai l'impression qu'il y en a toujours eu plus ou moins. Florent Bonnefoy est journaliste au service faits divers de la Provence, spécialisé dans les affaires de narcobanditisme. Ce qui a changé, par contre, ce sont les quantités. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on était sur quelques grammes de temps en temps. Maintenant, on est systématiquement sur une dizaine de grammes, une cinquantaine de grammes, voire plusieurs centaines de grammes. C'est plus du tout rare. Et des saisies qui se comptent en kilos, ça arrive également. Au début des années 2000, en France et à Marseille notamment, la consommation de cocaïne est plutôt marginale. Jusque-là réservé à un certain milieu, ce produit devient, dans les années 2010, de plus en plus populaire. La population consommatrice de cocaïne en France, et à Marseille on a des taux équivalents, elle a été multipliée par 5 entre 2014 et aujourd'hui. Claire Duport est sociologue, responsable de recherche à l'association Transversité. Cette extension et le fait que la cocaïne soit petit à petit un produit vendu, y compris dans la rue, sur des points de vente, a été très largement initié par la demande. Ce qui n'a pas toujours été le cas des autres drogues, mais la cocaïne, c'était effectivement ça. La demande de cocaïne a fait que petit à petit, des organisations de trafic se sont dit, ma foi, il y a du fric à se faire avec ça aussi. Et donc, on va proposer aussi ce produit-là. Un business qui s'adapte à la demande. Sur les points de deal, les trafiquants proposent plusieurs gammes de prix aux consommateurs. En moyenne, le gramme de cocaïne se vend entre 60 et 80 euros. Mais les dealers proposent également des petits prix. Pour 20 ou 40 euros, il est possible d'acheter en petite dose. Et pour faciliter la vente, certains points de deal proposent même un guichet unique pour la cocaïne. Très souvent, on observe des spécialisations dans les réseaux par filière, par produit. C'est-à-dire que vous allez avoir des équipes qui vont gérer que la cocaïne, une autre équipe qui va gérer que le cannabis, qui vont s'occuper de la comptabilité, de la vente, de l'acheminement, avec des nourrices spécifiques. C'est très différencié. Cette explosion de la vente au détail révèle une chose. La hausse de la consommation de cocaïne suit l'évolution de la société.
La cocaïne, c'est un produit qui stimule nos performances, nos perceptions. On ne ressent pas la fatigue. Voilà. Et tout à coup, dans une société de la performance où l'individu qui est valorisé aujourd'hui, c'est celui qui est jamais fatigué, qui peut bosser 20 heures, le patron est content, voilà, qui fait la fête toute la nuit sans jamais avoir un coup de barre, qui s'occupe de sa famille, etc. Ben, ce produit, il est presque un produit de l'hyperconformité et il prend place en fait dans une société où c'est ça qu'on attend de nous. On attend de nous d'être des individus performants à tous les étages et tout le temps. Donc vous voyez que ces fonctions sociales, elles expliquent, elles permettent de mieux comprendre la diffusion des drogues. Pour les trafiquants, cette explosion de la demande est une aubaine pour développer le business. La cocaïne vient compenser en quelque sorte la baisse du marché du résine de cannabis. Michel Gandilon est criminologue à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. La cocaïne, on peut le voir par la différence en prix de détail, prix gros, le fait qu'on peut la couper, permet des profits considérables, bien plus considérables que la résine de cannabis. Entre l'achat à la source et les ventes au détail sur les points de deal, le bénéfice réalisé par les groupes criminels est en effet gigantesque. D'après une enquête du quotidien Le Monde en 2021, un kilo de cocaïne acheté 1 000 $ en Colombie se revend 63 000 $ aux grossistes en Europe, un bénéfice de plus de 5 000%. Avant d'atterrir sur le point de deal marseillais, la cocaïne parcourt plusieurs milliers de kilomètres et passe entre les mains de plusieurs organisations criminelles. Point de départ de ce trafic international, l'Amérique du Sud. La coca, elle est cultivée dans essentiellement 3 pays au monde, Pérou, Bolivie et Colombie. Elle est transformée dans ces pays-là et ou Mexique, Uruguay, des pays adjacents. Je crois que c'est 90% de la production mondiale de cocaïne vient de cette zone-là qui approvisionne le monde entier. Dans ce trafic international de cocaïne, l'Europe est devenue l'un des principaux marchés. Un business évalué à 10 milliards d'euros en 2020 par l'OEDT, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Et pour inonder les points de deal européens, 2 routes sont possibles, par les airs et par la mer. Le vecteur aérien est aussi un moyen d'acheminer des quantités assez significatives de produits stupéfiants. Jean-Philippe Vigo est le directeur régional des douanes de Marseille. Évidemment, pas dans les mêmes proportions que le maritime, où là, on n'est quasiment pas limité par l'aspect quantitatif, notamment quand on parle de conteneurs et de marchandises transportées dans des conteneurs, on est bien évidemment sur des volumes qui sont largement plus importants, mais le vecteur aérien demeure, là aussi, pour nous, un vecteur d'acheminement potentiel et sensible, puisque ce qui arrive à Marseille peut très bien être en provenance d'origine particulièrement sensible d'Amérique du Sud, avec un transit dans un autre aéroport ou national ou éventuellement européen, sans qu'il y ait nécessairement un contrôle douanier qui soit réalisé pendant ce transit. Le transport de la cocaïne par la mer est donc le principal moyen de livraison. Il permet l'acheminement en grande quantité. Plusieurs routes maritimes existent. La principale, c'est celle vers les ports du nord de l'Europe, Anvers, Hambourg ou encore Le Havre. C'est la plus importante saisie jamais effectuée en Europe. 23 tonnes de cocaïne ont été découvertes dans le port de Hambourg en Allemagne et dans celui d'Anvers en Belgique. 116 tonnes de cocaïne saisies dans le seul port d'Anvers pour l'année dernière. Les chiffres des saisies par les douanes sont sans appel. D'un peu plus d'1 tonne de cocaïne en 2019, elles ont bondi à 7 tonnes l'année dernière pour le seul port du Havre. Ces destinations sont ciblées par les organisations criminelles en raison notamment du flux de marchandises. Dans ces ports, chercher la cocaïne, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Avec des millions de containers en transit chaque année, impossible de tous les vérifier. Un trafic international, un marché à plusieurs milliards d'euros, le business de la cocaïne est complexe et se partage entre quelques organisations criminelles.
Il n'y a pas 36 importateurs-exportateurs, puisque ça vient d'une même zone et qui semblerait que depuis 2022, ce sont essentiellement les cartels mexicains qui ont pris la main sur le transit, le transport de la cocaïne. Une fois qu'elle est arrivée dans ces ports, alors elle est diffusée par différents transitaires. Mais l'OFAST, l'Office anti-stupéfiants, estime à, je crois de mémoire, à peine une quinzaine d'importateurs de cocaïne, toute la France. Je crois même que c'est moins, une dizaine. Pour importer de façon quasi industrielle par container, en fait, par les grandes voies avec de la logistique professionnelle, il faut avoir des reins très solides, il faut avoir des connexions très importantes. Et ça, c'est pas à la portée de tout le monde, c'est à la portée essentiellement de groupes mafieux ou de groupes criminels très importants. On en connaît quelques-uns parce que ils ont réussi sur le plan marketing. Ils ont des noms qui sont célèbres. Ça peut être la 'Ndrangheta en Italie, les mafias albanaises, la fameuse Mocro Mafia sur le Benelux, qui ont une envergure suffisante pour aller négocier directement en Amérique du Sud auprès des cartels, que ce soit de Colombie ou même du Mexique, qui assurent un petit peu l'interface et qui ont leurs comptoirs commerciaux quasiment là-bas. Et derrière ces grands groupes criminels connus, d'autres équipes sont capables d'importer de grandes quantités de cocaïne en Europe. Et parmi eux, on a quand même des équipes marseillaises. Parmi ces équipes marseillaises, on a surtout le réseau de la Castellane. Le réseau de la Castellane qui est devenu tellement important qu'il a passé le seuil de la seule gestion de ces points de deal à Marseille, mais qui est devenu en fait une sorte de grossiste ou de semi-grossiste qui est capable de négocier directement, d'être en cheville directe avec les cartels colombiens et de faire venir des containers entiers de cocaïne depuis l'Amérique du Sud jusque des ports européens, et notamment le port de Marseille. Si ces organisations criminelles privilégient les ports d'Europe du Nord pour l'importation de la cocaïne, d'autres portes d'entrée sont également empruntées, les ports de la Méditerranée. Preuve de cette nouvelle route de la drogue, les saisies de cocaïne sont de plus en plus importantes dans ces ports méditerranéens. 10 tonnes sur le port d'Algeciras en Espagne, 5 pour son voisin de Valence ou encore 15 tonnes à Gioia Tauro en Italie. Entre 2022 et 2023, les saisies de cocaïne ont atteint des niveaux jamais vus. Une tendance à laquelle n'échappe pas le port de Marseille. Là aussi, l'année 2022 est celle des records. C'est vrai que c'était pour nous une année assez exceptionnelle, mais le chiffre en lui-même démontre bien qu'il y a un sujet sur la cocaïne aujourd'hui à Marseille. 1 tonne 740 kilos, 1740 kilos donc de cocaïne saisie sur 4 constatations majeures, 4 opérations les plus importantes sur le port de Marseille. Les saisies prouvent l'ampleur du trafic international de cocaïne qui touche désormais Marseille. À la direction régionale des douanes, Jean-Philippe Vigo dévoile les techniques des narcotrafiquants pour faire passer la marchandise à l'insu des transporteurs. On parle de bateaux de commerce, de porte-conteneurs, avec éventuellement de la marchandise qui est placée à l'intérieur des conteneurs, selon une technique dite du rip-off, c'est-à-dire introduire dans un fret totalement légal des produits qui, eux, sont illégaux, comme les stupéfiants. Ça peut être des produits stupéfiants qui sont arrimés à la coque du navire. Ça peut être également, et de plus en plus souvent, du jet de produits à la mer, à l'approche des côtes, avec une récupération par des bateaux de pêche ou par des semi-rigides ou par tout autre type d'embarcation, toujours en maritime via les ferries. Et à Marseille, il y a énormément de ferries, notamment des ferries, bien évidemment, qui viennent en provenance directe des différents pays du Maghreb et du Maroc en particulier, mais pas que. Et puis, on découvre aussi, ou en tout cas on redécouvre, un vecteur particulièrement intéressant qui est la grande plaisance et les paquebots, avec, à titre d'illustration, l'année dernière, une grosse saisie, quasiment 100 kilos de cocaïne qui ont été saisis sur un bateau de croisière dans le port de Marseille.
Une fois arrivée par voie maritime, la cocaïne doit ensuite être déchargée. Et ce déchargement est une étape clé de ce trafic international de cocaïne. Et c'est très difficile de faire venir un container dans un port, sachant qu'il y a potentiellement des tonnes de cocaïne à l'intérieur, sans avoir un petit peu préparé le terrain et sans savoir exactement à qui on va le confier. Donc ça implique forcément des complicités locales. Et pour ce faire, les narcotrafiquants vont s'associer à des groupes criminels locaux qui ont leurs entrées dans les ports. Ils vont s'associer sur une cargaison, par exemple, pour la faire sortir, pour positionner le container au bon endroit, pour faciliter, disons, les démarches. Ça se fait presque nécessairement avec des complicités, sinon c'est trop risqué, c'est trop hasardeux. Corruption, chantage, intimidation, les risques sont réels. Les modes opératoires des organisations criminelles sur les ports d'Europe du Nord, quels qu'ils soient, n'ont aucune raison de ne pas être, on va dire, transportés, transplantés, on va dire, sur le port de Marseille. Donc il faut être vigilant à tous les étages, y compris pour les opérateurs économiques, parce que je parlais tout à l'heure du phénomène de rip-off, de transport de stupéfiants dans du fret tout à fait légal. Et là, l'opérateur économique, il est au cœur du dispositif. À son insu, certes, mais il est au cœur du dispositif. Les enjeux financiers sont tels, et on voit très bien ce qui se passe à Marseille à travers les règlements de compte et le prix d'une vie humaine et le prix d'un contrat, pour se dire que la facilitation de la sortie d'un conteneur avec 500, 600, 700 kilos de cocaïne, bien évidemment, justifie un certain nombre de moyens de pression sur des opérateurs de la communauté portuaire au sens large. Tous les opérateurs, y compris les opérateurs étatiques. Les collègues douaniers peuvent eux aussi, à un moment, être approchés par ces organisations criminelles. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on écarte, bien au contraire. Donc il y a une action de sensibilisation parce que ça peut arriver et ça n'a aucune raison de ne pas arriver à Marseille. Avant d'arriver sur les points de deal, la cocaïne est transformée. C'est la dernière étape de ce trafic international. On a quand même aussi une spécificité de plus en plus sur la cocaïne, c'est que la cocaïne aujourd'hui peut arriver diluée dans des tas d'autres choses. Ça peut être dans du sucre, ça peut être dans de l'huile, ça peut être dans des vêtements. Donc ça demande l'intervention de chimistes et ces chimistes donc vont pouvoir enlever la cocaïne donc, ou du t-shirt ou du sucre pour pouvoir après la reconditionner. Et après ce reconditionnement, vient le moment de la coupe. Les trafiquants ajoutent des produits neutres à la cocaïne, comme de la caféine, du talc ou encore du lait pour bébé. Une transformation pour augmenter les quantités de produits vendus sur les points de deal. Ça permet de multiplier les profits. Après, ça dépend des réseaux. Et c'est toujours un ratio entre la réputation de qualité du produit qui est vendu par tel point de vente et la rentabilité. C'est que moins vous la coupez, plus elle sera bonne, entre guillemets, et donc plus le client sera fidèle et plus la réputation du point de vente sera bonne. Et plus vous la coupez, plus vous aurez de bénéfices. Cette bascule du trafic de drogue en faveur de la cocaïne prouve une chose. Les réseaux de narcotrafiquants évoluent constamment pour répondre aux besoins du marché. Sur les points de deal, chacun essaie de capter une part de ce juteux business. Que ce soit pour se défendre ou pour s'étendre, s'armer est donc devenu la norme. Un marché parallèle s'est donc mis en place dans le 5e épisode de la saison 2 de Cartel Nord, plongé au cœur de ce trafic d'armes. Un nouvel épisode de Cartel Nord chaque mercredi sur les plateformes d'écoute habituelles. Cartel Nord est un podcast original La Provence. Retrouvez tous les autres podcasts sur laprovence.com.